Le mois dernier, vous m'avez demandé plus d'apparitions de notre chaton Billy à l'écran. Alors voici votre dose mensuelle de Billy. Allô tout le monde! Allô! Allô! Ok, je te laisse tranquille. Tu peux aller continuer de dormir. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et bienvenue dans ce segment Quoi de neuf JP, segment qui fait un retour sur le mois de septembre 2019 qui est déjà terminé. Et oui, on est déjà le 1er octobre et Noël est à nos portes. Bon, ok, je vois déjà venir sur moi un torrent, une rafale, une pluie de pouces vers le bas, uniquement parce que j'ai osé mentionner Noël alors qu'on est seulement au début du mois d'octobre. Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez, hein? Advienne que pourra. Alors, dans cette vidéo, j'ai 3 choses à vous proposer. Premièrement, un retour sur les statistiques de la chaîne et on va surtout regarder donc les statistiques du mois de septembre qui vient de se terminer. Par la suite, je vous ferai part de ma découverte du mois et finalement, je vous ferai part de mes différentes expériences de jeu, les jeux auxquels j'ai eu l'occasion de jouer au mois de septembre et ce que j'en ai pensé. Alors, on commence avec quelques statistiques de la chaîne et qui visent le mois de septembre 2019. Alors, vous remarquez la présence ici de mon ordinateur portable qui est là pour m'accompagner, pour me guider afin de me permettre de ne pas oublier d'informations importantes et surtout de m'assurer de vous donner les bons chiffres, les bonnes informations. Donc, au mois de septembre 2019, sur la chaîne, toutes les vidéos que nous avons proposées durant le mois, mais également les vidéos qui sont déjà accessibles sur la chaîne ont totalisé environ 51 000 visionnements et nous comptons parmi nous 245 nouveaux abonnés. Alors on est très content encore une fois de voir qu'il y a encore des gens pratiquement 4 ans après la création de la chaîne qui continuent de nous découvrir, de nous apprécier, de suivre notre contenu, de nous laisser des commentaires, du feedback constructif. Alors, pas nécessairement du feedback positif, c'est bon du feedback positif, mais on aime ça quand c'est constructif, surtout. Alors, on souhaite la bienvenue donc à ces 245 nouveaux abonnés. Bienvenue dans l'aventure avec nous, parmi les rangs de l'école du jeu. Et on vous invite, si vous êtes l'un de ces nouveaux abonnés, qui vous êtes abonné pendant le mois de septembre, à nous laisser un commentaire, une salutation sous la vidéo. Ça nous fera plaisir de vous saluer personnellement. Et il y aura certainement d'autres personnes qui nous laissent fréquemment des commentaires qui pourront vous saluer également. On est tout content d'avoir une espèce de communauté qui communique avec nous via les commentaires. Sinon, au mois de septembre 2019, nous vous avons proposé 16 nouvelles vidéos pendant le mois. Alors, on essayait de viser environ 4 vidéos par semaine. C'est ce qu'on a réussi à produire. Vous avez également remarqué que les vidéos qui ont été déposées au mois de septembre l'ont été strictement par Sylvain et par moi. Alors vous avez sans doute été mis au courant ou vous avez sans doute visionné la vidéo que j'ai publiée hier qui partageait quelques informations personnelles au sujet de Vincent pour les raisons pour lesquelles il prend temporairement une pause d'une durée d'approximativement quelques mois. Alors, si vous n'êtes pas encore au courant de cette situation, je vous invite à aller visionner la vidéo en question qui répondra peut-être à quelques questionnements. La vidéo va apparaître juste ici dans le coin de l'écran. Et donc, tout ça pour dire que dans les semaines à venir, mais les mois à venir, eh bien, ce sera principalement Sylvain et moi que vous verrez apparaître à l'écran. J'espère que vous aimerez ça quand même. Hein? Je sais, Vincent, il met de la vie et tout ça, mais j'espère que vous serez satisfait quand même de notre travail. Par la suite, la vidéo au mois de septembre 2019 qui a accumulé le plus de visionnements, c'est la vidéo de Sylvain, de sa présentation de Tapestry, le dernier jeu de Stonemaier Games, dont tout le monde parle un peu ces temps-ci, qui a totalisé 2338 visionnements. Alors c'est un jeu, oui, qui avait un certain engouement et le nombre de visionnements de cette vidéo le démontre d'ailleurs.
Sinon, au cours des prochains jours, la chaîne L'École du jeu célébrera ses 4 années d'existence. Et oui, 4 ans déjà, depuis le moment où j'ai déposé la première vidéo sur la chaîne. Vidéo qui aujourd'hui, lorsque je la regarde, est assez malaisante. Si vous n'y avez pas encore jeté un coup d'œil, vous n'êtes pas obligé de le faire. Alors, on est très content de voir que la chaîne a beaucoup évolué depuis sa création en 2015 et qu'elle continue de prendre de l'ampleur et qui... En fait, la seule raison pour laquelle la chaîne prend de l'ampleur, c'est parce qu'on désire être à l'écoute de ce qui vous intéresse. Vous nous laissez beaucoup de commentaires constructifs. On prend ça en considération et c'est ce qui nous permet de faire du contenu qui vous intéresse. Alors, gardez un œil sur la chaîne, mais également sur notre page Facebook. Vous verrez certainement un message ou une vidéo spéciale passer au courant des prochains jours pour souligner notre 4e anniversaire. Sinon, au mois de septembre, eh bien, c'était aussi un événement. Il y avait un événement très important qui avait lieu dans la ville de Québec. Il s'agissait du Delirium ludique. Sylvain a déposé une vidéo pour faire son retour sur l'événement. J'y ai participé également pendant la journée de samedi. C'était un week-end complet et j'ai passé une excellente journée. Une journée remplie de contacts avec les gens, d'occasions de jouer, de rire, de partager, de rencontrer du nouveau monde. Alors, j'ai eu, entre autres, l'occasion de cajoler la barbe tellement soyeuse de notre cher Steve. Alors, et j'ai eu l'occasion de jouer également à divers jeux très intéressants auxquels je n'avais pas eu l'occasion de jouer auparavant, jeux dont je vais vous parler dans quelques instants. C'est maintenant l'heure de vous partager ma découverte du mois. Alors, ma découverte du mois, en fait, c'est un petit segment rapide que j'ai décidé d'ajouter à mes Quoi de neuf, dans lequel je vous partage tout simplement une découverte que j'ai fait pendant le mois. Alors voilà, tout est dit. Ça peut être un jeu, ça peut être une personnalité, ça peut être un blog, une chaîne YouTube, une vidéo, un projet de sociofinancement, les limites. En fait, c'est moi qui les décide. Alors, ce mois-ci, pour le mois de septembre, je tenais à vous partager un petit projet audacieux, un projet de sociofinancement qui est en cours présentement sur la plateforme du nom de Ulule. C'est une plateforme de sociofinancement. Et c'est un petit projet audacieux qui nous est proposé par l'association de l'autre côté du plateau. Je suis présentement sur leur campagne de financement. Je vais mettre le lien également à l'écran pour que vous puissiez aller consulter les informations. Et c'est un projet qui nous est proposé par une équipe très dynamique composée de 3 personnages. Donc, nous avons Ben, nous avons Jérémy de la chaîne Ludema que j'apprécie beaucoup, petit aparté. Et nous avons également le Pionfesseur que je connais. Alors, il y a seulement que j'apprécie grandement aussi. Il y a seulement Ben dans l'équipe que je ne connais pas. Et c'est un projet très intéressant parce qu'on veut y proposer, parce que c'est un projet, donc le projet n'est pas coulé dans le béton, il n'est pas en cours présentement. Le concept d'une campagne de sociofinancement, c'est qu'on propose une idée, voici le projet, ce qu'on voudrait faire, et on demande aux gens de contribuer, d'aider financièrement pour que le projet voie le jour. Alors ce qu'on propose, c'est des documentaires qui vont adresser différents aspects du jeu de société. Et là, dans la campagne actuelle, on parle d'une série, entre autres, de 13 épisodes, 13 documentaires qui vont suivre différents concepteurs de jeux. Alors, on a déjà quelques invités ou participants, partenaires qui ont été présentés dans la campagne, entre autres Bruno Catala, Florian Durieux, voilà, son nom m'échappait, et d'autres personnalités également, qu'on va suivre dans leur processus de conception d'un jeu, de l'idée de départ. Alors, aussitôt que l'idée émerge, comment est-ce qu'une idée de jeu émerge, et on va suivre leur progression pendant 13 épisodes jusqu'à la toute fin où est-ce qu'on signe le contrat avec, par exemple, un éditeur. Alors, ça me semble être un projet très intéressant, oui, qui va s'adresser évidemment à la communauté ludique, les passionnés de jeux de société, mais qui a également le potentiel de montrer au reste du monde un peu tout le travail qui est derrière la conception d'un jeu, reconnaître le travail des concepteurs, c'est, selon moi,
fortement important et vital. Et ça peut tout simplement que donner davantage de visibilité à notre joli hobby qui est là pour tisser des liens entre les gens, quelque chose qui est fortement louable. Alors, si ça vous intéresse d'en apprendre davantage sur la campagne, comme je vous le disais, je vais vous mettre le lien à l'écran ou si c'est impossible dans la description de la vidéo. Présentement, le projet a amassé 10% de son montant cible. Il reste encore, au moment de tourner cette vidéo, il reste encore 22 jours à la campagne. Alors, ça vous laisse encore le temps d'y jeter un œil si vous ne connaissez pas le projet. Ne serait-ce que pour avoir des informations supplémentaires ou pour avoir des informations sur comment vous pouvez participer pour soutenir le projet. Alors voilà pour ma découverte du mois avec DocuLudique. Concernant mes expériences du mois, il y a environ 10 jeux dont je voudrais rapidement vous parler. Alors le but n'est pas de faire une critique de chacun de ces jeux, mais seulement vous partager les jeux auxquels j'ai joué rapidement, comment s'est soldé mon expérience et si vous avez des questions sur ces titres, vous les formulez dans les commentaires sous la vidéo. Donc, la plupart de ces jeux, j'y ai joué dans le contexte du Delirium ludique qui était l'événement dont je vous parlais il y a quelques minutes. Le premier jeu dont je veux vraiment vous parler parce que ça a été ma découverte de l'événement, il s'agit de Era Medieval Age, un jeu pour 1 à 4 joueurs, un jeu qui n'est pas encore disponible sur les tablettes, qui n'est pas encore disponible en boutique ici au Québec. Dites-moi là si c'est votre cas également, chers amis européens. Est-ce que le jeu est disponible chez vous? Je ne crois pas. Mais bref, je tenais à vous en parler. C'est un jeu de roll and build. Pendant ce jeu, ce qu'on va faire, c'est que nous allons lancer nos dés individuels derrière une espèce de paravent, un peu à la Roll for the Galaxy. Et après ça, on va devoir, on va avoir 3 lancers possible. Alors, on lance les dés une fois. Si on n'aime pas ce qu'on a obtenu, on peut mettre des dés de côté, on peut relancer les autres. On peut faire ça 3 fois. Il y a une exception, si on a des têtes de mort sur nos dés, eh bien, on n'a pas le droit de les relancer. Et une fois que nos lancers sont terminés, on doit résoudre ceux-ci. Parfois, ils vont nous donner des ressources. Parfois, ils vont nous permettre de construire des bâtiments. Chaque joueur a une espèce de plaquette qui franchement n'est pas très pratique, là, et pas très belle en fait côté ergonomie, mais en fait elle fait le travail pour lequel elle a été conçue, c'est-à-dire que c'est une plaquette vide avec plein de petits trous et on va pouvoir venir littéralement construire nos bâtiments en les insérant dans les trous. On va avoir une espèce de village médiéval qui va prendre vie, qui va être construit comme ça. On va pouvoir mettre toutes sortes de bâtiments. Il y a des murs, des tours de garde, des fermes, des maisonnettes, il y a une cathédrale, des universités, des baraques. Alors, il y a au moins, je dirais, une douzaine, sinon plus, de bâtiments différents qu'on peut construire. Chacun de ces bâtiments-là va nous rapporter soit des ressources, soit des pouvoirs particuliers, soit va nous immuniser contre des événements négatifs ou va nous donner l'occasion de faire des points selon certaines circonstances. Alors, c'est un jeu qui est assez rapide. C'est un jeu qui est satisfaisant également parce qu'on est vraiment en train de construire quelque chose. Ça nous permet de nous... Il y a un peu de stratégie. On doit entre autres compter les bâtiments qui sont disponibles parce qu'il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. Donc la question de timing, quand est-ce que je vais construire ce bâtiment-là, mais si je veux ce bâtiment-là, eh bien il me faut les ressources nécessaires pour le faire. Comment je vais aller chercher ces ressources-là? Et une fois que je vais l'avoir construit, eh bien où je vais le placer pour qu'il soit le plus efficace possible. Alors un joli petit casse-tête que j'ai beaucoup apprécié, Era Medieval Age. Un autre jeu auquel j'ai eu l'occasion de jouer, c'est le jeu QE. QE. Alors, QE pour... j'ai oublié complètement qu'est-ce que ces lettres signifient. C'est en anglais, ça veut dire quantitative quelque chose. Mais j'ai oublié. Et c'est très simple. C'est un jeu dans lequel chacun des joueurs, c'est un jeu pour 3 à 5 joueurs, chacun des joueurs représente une nation. Les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon et 2 autres que j'oublie, la Chine et l'autre, je l'ai complètement oublié. Alors, et nous, on a, en tant que représentants de ces différents pays, accès à un budget
illimité. Et ce qu'on va devoir faire en cours de partie, c'est qu'on va mettre en vente aux enchères des parts de compagnie et c'est ce qui va entre autres nous rapporter des points en fin de partie selon les points qui sont imprimés sur la tuile, mais également un petit aspect de set collection, de collection de différents types de tuiles qu'on peut récupérer. Alors à la fin de la partie, si on a des collections complètes ou quasiment complète, il y a l'opportunité pour nous de faire plus de points. Et donc, les joueurs vont secrètement mettre un montant à l'enchère pour récupérer cette tuile. Mais avant que tous les joueurs fassent ça, le premier joueur va donc avoir dévoilé la tuile, il va mettre un montant de base qu'il va dévoiler à tout le monde. Et là, on peut y aller vraiment dans les extrêmes parce qu'on a un budget illimité. Je peux décider de vendre cette tuile-là 250 $, mais je pourrais également décider de la vendre 1,4 million ou 250 milliards. Alors, c'est vraiment un budget illimité. On peut jouer avec des chiffres réels ou avec des chiffres clairement exagérés. Et à notre tour, eh bien, on doit décider si on décide de miser au-delà de ce montant ou non. Et donc, on peut avoir un tour où est-ce que les montants sont très bas, le tour d'après, les montants sont très hauts. Et ça, c'est vraiment laissé libre aux joueurs. Il y a quelques petites nuances qu'on doit apporter, mais la nuance la plus importante, c'est qu'au terme de la partie, une fois qu'on aura fait le tour de tous les joueurs 2 ou 3 fois, je crois, la partie 3 fois, la partie prend fin et le joueur qui a dépensé le plus d'argent va être carrément éliminé. Il n'aura même pas l'occasion de compter ses points de victoire. Par la suite, les joueurs restants vont compter leurs points selon les tuiles qu'ils ont récupérées et selon certaines circonstances également. Et celui avec le plus grand nombre de points va gagner. Alors un jeu bien drôle. J'aime beaucoup l'aspect justement où est-ce qu'on peut y aller avec la limite de notre imagination pour les montants qu'on désire miser. Très intéressant et en plus c'était très rapide. Alors sinon, prochain titre que je vous présente, c'est Power Rangers Heroes of the Grid, un jeu coopératif dans l'univers des Power Rangers. Alors si vous êtes de l'époque ou de l'ère des Power Rangers, si vous avez écouté cette émission mythique, vous pourrez nous l'écrire dans les commentaires sous la vidéo. Quelle était votre couleur de Power Rangers favori? Moi, c'était le bleu. Et c'est d'ailleurs celui que j'incarnais dans notre partie. Je crois qu'il s'appelait Billy. Alors, il n'y a pas de hasard si notre chat s'appelle également Billy. Et donc, dans ce jeu, c'est un jeu coopératif. Les joueurs vont devoir travailler ensemble pour essayer de neutraliser les méchants qui envahissent la ville. C'est un jeu qui n'est pas sans rappeler Pandémie dans la gestion des crises. Dans le fait qu'on retourne des cartes pour voir qu'est-ce qui se passe, où est-ce que les méchants vont apparaître, il y a des zones, on doit se déplacer d'une zone à l'autre, on a une limite de 2 actions à notre tour. Et ben, la thématique est intéressante, les figurines sont belles, le jeu est simple en soi. C'est ça pas mal les points positifs, parce que ça a été clairement ma déception du mois. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué à un jeu aussi décevant. Honnêtement, là, vraiment ma grosse déception. C'est un jeu qui, selon ce qui est écrit sur la boîte, dure 45 minutes. Quel mensonge et honté. Je pense que notre partie a duré plus de 2 heures. Et là, ça me dérange pas le temps dans un jeu. J'ai plein de jeux ici qui se jouent en 4 heures, 5 heures, et où ça me dérange pas, je vois pas le temps passer et tout ça, je suis investi. Mais dans Power Rangers, c'est tellement pas le cas. C'est un 2 heures où est-ce que j'ai l'impression de faire la même chose. C'est un jeu où est-ce que lorsque vient le temps de combattre les méchants, ben, il va falloir lancer des dés. Il y a peut-être certaines cartes ou certains pouvoirs qui vont nous permettre de mitiger les résultats qu'on a obtenus. Mais franchement, peut-être que c'est parce qu'on a joué comme ça, puis il y a certaines règles qu'on n'avait pas compris, qu'on s'est ajusté en cours de partie, tout ça. On y a joué à 5 aussi, on avait chacun notre personnage et donc chaque joueur a chaque personnage a un paquet unique aussi avec des particularités, des spécialités. C'était censé être un jeu de combo où est-ce qu'on a vraiment l'aspect asymétrique et tous les joueurs peuvent travailler ensemble, les cartes se complètent, tout ça. J'ai pas ressenti ça du tout. Alors vraiment là,
je vais passer au prochain titre parce que j'ai pas grand chose de positif à dire sur celui-là. Ça a été ma grosse déception. Power Rangers. Le prochain jeu, c'est le jeu Chakra. Un petit jeu très simple pour 2 à 4 joueurs. Et quand je dis très simple, eh bien, c'est effectivement très simple. On a un joli plateau qui représente les différents niveaux comme du chakra. Là, je me souviens plus trop exactement la thématique. M'attirait pas tant que ça, mais j'étais curieux. Je pense qu'il y a la motivation, il y a le contrôle de soi, l'amour, des choses comme ça. Et à notre tour, on a 3 actions possibles parce qu'on a aussi au centre de la table une espèce de petite réserve avec des gemmes. On a 3 emplacements où peuvent s'accumuler 3 gemmes dans chacun de ces emplacements qui vont être de différentes couleurs. Donc, une des actions qu'on peut faire, c'est de choisir un des 3 emplacements et de choisir 1 à 3 gemmes de couleurs différentes dans cet emplacement et on vient les placer en haut de notre piste de chakra. Alors, en haut complètement. La deuxième action qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser l'un de nos jetons de motivation, je crois, pour effectuer des mouvements. Alors, on a 8 emplacements sur notre plateau qui vont nous indiquer, par exemple, bon, alors tu peux prendre un gemme et le déplacer de 2 emplacements vers le bas et en prendre un autre et le déplacer d'un emplacement vers le haut. On est obligé d'effectuer ces déplacements. Alors ça nous permet de progresser comme ça vers le bas ou vers le haut dans les différents chakras qui composent notre plateau pour emmener les gemmes dans le réservoir de la bonne couleur, ce qui va nous rapporter des points de victoire en fin de partie, mais qui va également déclencher la fin de la partie. Et finalement, la troisième action qu'on peut faire, c'est de méditer. Alors on va à ce moment-là récupérer tous les jetons motivation qu'on avait placés sur notre plateau et ça va nous permettre de repartir à zéro parce que aussitôt qu'on a placé tous nos jetons, eh bien on commence à être limité dans les déplacements qu'on peut faire, mais ça va également nous donner une information secrète sur combien de points va me rapporter à la fin de la partie les différents chakras de différentes couleurs. Donc, ça va m'indiquer lesquels je devrais prioriser à terminer avant la fin de la partie. Alors, grosso modo, je viens de vous expliquer 90% du jeu. Vous seriez pratiquement prêt à jouer une partie avec moi. Alors, chacun, j'ai trouvé ça très simple, très simple, probablement trop simple pour moi. J'ai l'impression qu'à la fin de la partie, j'aurais aimé une circonstance de plus pour faire des points de victoire. J'ai l'impression qu'il manquait un petit quelque chose à la fin, mais c'est un jeu qui se veut très zen, très simple et rapide aussi. Alors, certainement pas le genre de jeu qui m'accroche, mais je suis capable de reconnaître que c'est un bon petit jeu tranquille, que certaines personnes apprécieront. Un autre jeu auquel j'ai eu l'occasion de jouer, c'est Sierra West. Alors, je l'ai en ma possession. J'y ai joué avec ma femme dans une configuration à 2 joueurs et franchement, j'ai beaucoup apprécié. Avant notre partie, j'avais simulé une partie à 2 joueurs, moi contre moi. Il y a un mode solitaire dans Sierra West. Il est possible de jouer de 1 à 4 joueurs, mais je n'avais pas encore à ce moment-là regardé les règles de la variante en solo. Alors, on y a joué à 2 joueurs. J'ai vraiment été renversé par ce jeu d'une immense profondeur. J'aime beaucoup le fait qu'on ait 4 modes de jeu différents. On a joué au mode d'introduction qui se nomme Apple Hill, le verger donc. Et on a des plateaux de joueurs dans lesquels on vient insérer des cartes. Et selon la disposition où on va mettre nos cartes, ça nous indique les actions qu'on va pouvoir effectuer pendant notre tour. C'est génial. Ça réinvente rien. Ça reprend un peu le principe du jeu La Granja, mais avec une twist hyper intéressante. Alors, on a tous les deux beaucoup apprécié ce jeu. Je vous en ai d'ailleurs fait la présentation rapide sur la chaîne. J'ai également eu l'occasion de faire ma première partie de Ishtar à 4 joueurs. Alors, j'avais assisté et accompagné des amis, des joueurs donc qui désiraient apprendre le jeu lors du Delirium ludique puisque le jeu n'était pas encore en vente, n'était pas encore disponible. J'avais apporté une copie avec moi et donc il y avait des curieux qui voulaient l'essayer. J'ai donc accompagné deux
4 tueurs, c'est ça, deux équipes de 4 pour jouer à ce jeu. J'ai eu l'occasion de joindre une partie également et ça m'a permis de voir les différences entre la configuration à 2 joueurs, celle à 4 joueurs, où est-ce que je remarque qu'il n'y a pas une grosse différence entre les deux configurations, sauf peut-être le combat pour les contrôles de majorité autour des fontaines. Et là, si tout ce que je suis en train de vous dire n'a pas de sens pour vous, vous irez jeter un coup d'œil à ma vidéo sur Ishtar, ça vous donnera peut-être un peu plus d'informations. Alors, grosso modo, j'ai trouvé que les deux configurations à 2 joueurs ou à 4 joueurs se ressemblaient beaucoup. C'est un jeu qui est très rapide, à environ 1 heure maximum à 4 joueurs. Première partie à 4 joueurs de l'événement, ça avait duré 1 heure 3 minutes. Alors vraiment très rapide, satisfaisant comme petit jeu aussi. Sinon, bien évidemment, j'ai eu l'occasion de jouer à Tapestry. Tapestry qui était un jeu qu'on attendait beaucoup. Et là, quand je dis on, je parle de Sylvain et moi, on l'attendait beaucoup. J'ai eu donc l'occasion d'y jouer 3 fois en solitaire. Je vous ai d'ailleurs fait ma critique sur ma perspective du jeu en solitaire. Et dernièrement, j'ai eu l'occasion d'y jouer à 3 joueurs aussi. Ma première partie avec des humains. J'ai beaucoup apprécié. Je trouvais qu'il y avait des subtilités ou des circonstances auxquelles on n'a pas besoin de réfléchir lorsqu'on joue en solitaire. Alors très 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 intéressant. Il y a des cartes également qu'on doit enlever lorsqu'on joue en solitaire que je n'avais pas vu passer dans aucune de mes parties auparavant et que là que j'ai vu, et ce sont des cartes qui créer de l'interaction un peu avec les joueurs, parce que j'avais vraiment l'impression qu'en solitaire, il n'y avait aucune interaction possible entre 2 joueurs, outre le fait de se voler un landmark ou quelque chose comme, en fait, ce genre d'interaction-là, ou de peut-être se faire capturer, conquérir un territoire, voler une zone qu'on prévoyait explorer. Mais avec ces nouvelles cartes, là, on peut tirer avantage d'un autre joueur. Par exemple, j'ai vu une carte qui encourageait quelqu'un, qui donnait l'opportunité, en fait, c'était une carte qui portait le nom de contrat de mariage. Alors, tu choisis une piste. Par exemple, la piste militaire, tu choisis un joueur, par exemple JP, et à partir de maintenant, à chaque fois que JP va avancer sur la piste militaire, le propriétaire de la carte du contrat de mariage va également obtenir les bénéfices. Alors moi, ça ne m'enlève rien. Mais si je progresse pendant cette ère sur la piste militaire, je te donne un très grand avantage. Et j'ai vu passer plusieurs de ces cartes-là très intéressantes que je n'avais pas vues en solitaire. Alors ça, j'ai trouvé ça brillant. J'ai trouvé très, très, très intéressant cette approche. J'ai trouvé que notre partie à 3 joueurs avait été longue, ben pas vraiment longue, mais plus longue que ce que j'anticipais. Bon, il y a eu pas mal de discussions, des petits temps morts ici et là, des réflexions, peut-être un peu d'analyse aussi pour être sûr de faire le meilleur coup. Mais donc moi, c'est sûr que j'avais vécu la configuration en solitaire où est-ce qu'une partie durait 1 heure ou 1 heure et 10. Et là, je pense que notre partie a duré environ 1 heure 45, quelque chose comme ça. Je trouvais ça un peu plus long que ce que je m'attendais, mais je suis convaincu qu'une autre partie durait beaucoup moins longtemps. Alors voilà pour Tapestry. J'ai eu l'occasion également dernièrement de jouer à Luxor, un jeu que j'ai reçu il y a très peu de temps. Un jeu d'exploration dans une pyramide, dans les dédales d'une pyramide, où est-ce qu'on va essayer de retrouver des trésors, soit des colliers, des vases, des statuettes, des clés aussi ou des scarabées en or. Et au centre de cette pyramide se trouvent 2 sarcophages de très grande valeur. Alors les joueurs vont avoir 5 cartes en main et lors de leur tour de jeu vont prendre une carte, vont la jouer et vont avancer dans la pyramide du nombre qui est indiqué sur la carte. Par contre, la petite twist, c'est que bien que j'ai 5 cartes en main, les seules que je peux jouer lors de mon tour sont celles à l'extrême droite et celles à l'extrême gauche. Alors il n'y a que ces 2 cartes-ci que je peux jouer. Je peux choisir par exemple celle-là, je la joue, je fais l'action et par la suite je vais piger une nouvelle carte que je vais insérer au centre et là j'en aurai 5 nouvelles. Ben, en fait, une seule nouvelle, mais j'ai une nouvelle carte qui est maintenant rendue disponible. Alors, une twist intéressante quand même pour prévoir les actions qu'on va faire. Il y a une part de hasard, c'est sûr, un peu de stratégie. C'est un jeu qui est rapide, qui est simple, alors avec des gens qui n'y connaissent pas grand-chose ou qui ont envie de passer une soirée relax. Je pense que une partie dure environ 1 heure. Il y a
plein de petites circonstances pour faire des points. C'est un jeu intéressant, mais pas plus que ça, je dirais. Et finalement, dernièrement, j'ai eu l'occasion avec mes neveux de jouer à Time Citadel, la citadelle du temps, un jeu coopératif dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, dans lequel on incarne des personnages qui doivent arrêter le professeur Evil, un professeur machiavélique qui a cambriolé différents lieux très important sur la planète pour voler, pour dérober des objets de grande valeur comme la Joconde, l'Arche de l'Alliance, les notes de Léonard de Vinci, plein de Excalibur aussi, plein de trésors mythiques et légendaires comme ça. On a donc son repère de super méchant dans lequel il a caché les trésors. Il a également placé des pièges et les joueurs vont donc de façon coopérative ensemble essayer d'explorer le repère pour aller désactiver les pièges sans se faire prendre par le professeur pour ensuite repartir avec les trésors. Alors j'y ai joué avec mes deux neveux qui ont 10 et 8 ans et ils ont beaucoup apprécié. On a perdu notre partie. En fait, le premier à gagner entre le professeur et les joueurs, c'est la première équipe qui a réussi à capturer ou à s'assurer la propriété de 4 trésors. Alors, à un certain point dans la partie, on avait 3 trésors qu'on avait réussi à récupérer alors que le professeur avait mis en protection 3 trésors aussi et finalement, il a réussi à en récupérer un 4e avant qu'on puisse le faire. Mais bref, un petit jeu très très simple qui a beaucoup de hasard par contre, qui peut être frustrant, mais avec des enfants comme ça, c'est drôle. C'est intéressant quand même, ça permet de dédramatiser un petit peu ce qui se passe, alors on a trouvé ça bien intéressant. Alors voilà pour mon Quoi de neuf GP du mois de septembre 2019, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous celle-ci, ne serait-ce que au sujet des informations que je vous ai données, de ma découverte du mois, des jeux dont je vous ai parlé, de me partager vos expériences avec ces titres, y a-t-il un jeu parmi ceux-ci qui attire davantage votre attention, n'hésitez pas à me laisser un pouce ou deux même vers le haut sur cette vidéo. Vous abonnez à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit au mois prochain pour un prochain Quoi de neuf.